Bonsoir et bienvenue à la cérémonie de remise du prix Michel Prévost 2022 et au lancement du chaînon Hiver 2022. Je suis Danielle Pécard-Ugorgy, votre directrice générale du Réseau du patrimoine franco-ontarien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vous demande de, s'il vous plaît, garder vos micros en sourdine. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, nous sommes en direct sur Facebook et donc chaque petit son va vous faire paraître en grand à l'écran aussitôt que je me mets sur le bon format. Voilà. Donc, nous allons procéder d'abord avec la cérémonie de remise du prix Michel Prévost. Nous allons ensuite enchaîner avec le lancement du chaînon Hiver 2022. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont ici pour une moitié de nos activités seulement, vous savez, ça va être la cérémonie de remise de prix, suivie vers 18 h, un peu avant 18 h, on va débuter le lancement du chaînon. Donc, je cède maintenant la parole à Brigitte Murray, qui est la coprésidente de notre conseil d'administration, pour vous souhaiter la bienvenue. Merci, Danielle. En effet, je suis coprésidente du RPFO et je partage la présidence avec Francis Thériault. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé, mais en fait, il devrait se joindre à nous sous peu. Et alors, en notre nom personnel, au nom des membres du conseil d'administration du RPFO et au nom du comité du magazine Le Chaînon, je vous remercie de vous joindre à nous ce soir. Il y a plusieurs façons de s'engager à assurer la pérennité du patrimoine franco-ontarien. Et d'abord, le fait d'assister aux différentes activités pour célébrer le patrimoine franco-ontarien est un type d'engagement qui est non négligeable, qui est important et qui contribue énormément à la vitalité franco-ontarienne. Alors, encore une fois, je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Pour ce qui est du patrimoine franco-ontarien, on peut s'engager d'autres façons, comme par le fait de concevoir et de mettre en œuvre des activités et des projets qui vont mettre en valeur le patrimoine. Et le RPFO le fait avec le magazine Le Chaînon. Et le magazine Le Chaînon célébrera l'an prochain son 4e anniversaire. Le magazine Le Chaînon, c'est un catalyseur d'envergure pour favoriser une cohésion d'engagement social pour le patrimoine franco-ontarien. En effet, toute une équipe fourmille pour concocter ce produit original 3 fois par année. Au sein de cette équipe, il y a bien sûr la coordonnatrice, Dominique Lajoie, qui, entre autres, préside le comité du magazine Le Chaînon, ainsi que la graphiste Chantal Lalonde. Et le comité du magazine Le Chaînon comprend plusieurs bénévoles dévoués. Il y a bien sûr des réviseurs, et il importe de préciser ici que les articles sont évalués à l'aveugle. Ensuite, il y a les relecteurs qui s'intègrent à l'équipe un peu avant l'étape de l'impression. Et enfin, il y a l'équipe de livraison pour la région d'Ottawa et de Gatineau. Et on ne pourrait pas passer sous silence cette équipe parce que les témoignages des abonnés traduisent toujours l'agréable surprise qu'ils ressentent chaque fois qu'ils reçoivent un numéro du chaînon en main propre. Et si le magazine Le Chaînon ne pourrait pas être une réalité sans l'apport de toutes ces personnes que je viens de nommer, il ne pourrait pas non plus exister sans les abonnés qui, bien sûr, permettent d'assumer les frais de production du magazine et particulièrement l'impression. Le magazine du Chaînon ne pourrait pas exister non plus sans ces personnes généreuses à la fois de leur temps, de leur découverte et de leur connaissance, c'est-à-dire ces personnes qui soumettent leurs articles au Chaînon. Ce soir, nous célébrons la concrétisation d'un grand nombre d'heures de travail et de dévouement de la part d'un grand nombre de personnes attachées au patrimoine franco-ontarien. Et ce soir, nous célébrons également parce que seront dévoilés
le coup de cœur de Michel Prévost et le prix Michel Prévost. Le prix Michel Prévost est associé à une bourse de 500 $ qui est offerte par l'Université Saint-Paul. Et je profite de l'occasion pour remercier l'Université Saint-Paul pour son soutien financier pour le prix Michel Prévost. Malheureusement, Mme Chantal Beauvais, la rectrice de l'Université Saint-Paul, ne pouvait pas se joindre à nous ce soir. Alors, sur ce, en mon nom personnel, au nom des membres du conseil d'administration du RPFO et au nom des membres du comité du magazine Le Chaînon, je vous souhaite maintenant à tous et à toutes une belle soirée parmi nous. Merci, Daniel. Merci, Brigitte. Excuse-moi. J'ai l'honneur de vous présenter la prochaine personne qui va qui va prendre la parole. C'est bel et bien notre ambassadeur du mois du patrimoine en Ontario français et il était aussi recteur et vice-chancelier de l'Université de Sudbury, Serge Miville. Donc, il est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université York et est depuis 2021 le recteur et le vice-chancelier de l'Université de Sudbury, où il dirige aussi le projet de transformation de l'établissement en une université de langue française selon le principe de gouvernance du par et pour. Il vous dirait bien le par, pour et avec. C'est un honneur pour moi d'agir comme ambassadeur du mois du patrimoine franco-ontarien, nous a-t-il affirmé. Et le thème par, pour et avec l'histoire du postsecondaire en Ontario français représente bien les grands défis qui occupent notre francophonie. Tout comme le fait l'Université de Sudbury, nouvellement francophone, le mois du patrimoine cherche à promouvoir un Ontario français inclusif, diversifié, ouvert sur le monde et profondément ancré dans son milieu. Sans plus tarder, je vous présente Serge Miville. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui pour cette importante soirée. Avant de prendre la parole plus longuement, je vais, si vous pouvez me permettre, juste faire une reconnaissance territoriale pour l'Université de Sudbury, qui se situe dans le Grand Sudbury, qui est aussi connu comme Nsoakamoc. Et le terrain sur lequel nous, ici à Sudbury, on apprend, on travaille, on vit, se retrouve dans le territoire du traité Robinson-Huron et les terres traditionnelles des Premières Nations, Atikameksheng, Anishinaabe et Wanapete. C'est vraiment là, un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir en tant qu'ambassadeur du mois du patrimoine en Ontario français. C'est un privilège d'avoir été nommé à ce titre, surtout pour un thème qui est très cher pour tout l'Ontario français, celui de l'histoire du postsecondaire en Ontario français. Et les dernières années ont montré que le monde universitaire franco-ontarien est en pleine mutation. Et ça, après un siècle de tentatives. Notre communauté est enfin en train de se doter d'outils pour réaliser sa pleine gouvernance du continuum de l'éducation de langue française. Après Toronto à l'UOF et Hearst à l'Université d'Hearst, ça va être au Moyen-Nord, à l'Université de Sudbury, d'offrir la gouvernance par et pour du milieu universitaire et contribuer à vraiment guérir une plaie béante dans notre communauté avec tout ce qui nous est arrivé dans cette région-là au milieu universitaire. Le postsecondaire en Ontario français, c'est aussi l'histoire de l'Université de Sudbury, fondée en plein règlement 17, pour donner un enseignement secondaire et universitaire aux Franco-Ontariens du Nord à titre de collège Sacré-Cœur. L'Université de Sudbury a été de tous les grands événements du dernier siècle. Nos anciens ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale pour préserver la liberté, la démocratie de la tyrannie du fascisme. Notre établissement a vécu les grandes dépressions, les crises économiques, l'effervescence de l'après-guerre. En 1957, on est devenu la première université de langue française de la province. Et là, aujourd'hui, au 21e siècle, on continue de faire l'histoire. Avec une entente historique avec l'Institut autochtone Kengchiqué-Winteg, le savoir autochtone, l'Indigenous Studies, qui a été fondé à l'Université de Sudbury, a enfin une deuxième vie par et pour les peuples autochtones. Du côté francophone, l'Université de Sudbury s'est déconfessionnalisée, redevenue autonome, est devenue gérée par et pour les francophones. On poursuit le travail historique pour transformer cet établissement qui a maintenant près de 109 ans afin qu'elle puisse bâtir l'avenir à partir de ses racines franco-ontariennes. J'aimerais remercier du plus profond de mon cœur le Réseau du patrimoine franco-ontarien pour son invitation à être ambassadeur. Ensemble, là, on est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire du grand récit franco-ontarien
riche de sa diversité et de toutes ses réalisations. Le privilège est également immense pour moi en raison du lancement du chaînon d'hiver 2022. Le chaînon qui date quand même là, dans son ancien bulletin là, de 1983, je ne le cacherai pas, c'était avant que je sois né, ça. Mais bon. C'est une publication importante parce que ça permet de multiplier les canaux de transmission du savoir sur le patrimoine et l'histoire franco-ontarienne à un public plus large. On va également connaître la personne qui sera le récipiendaire du prix Michel Prévost. Et moi, j'ai connu Michel, il s'en souviendra peut-être pas, mais moi, je l'ai connu durant mes études comme étudiant au baccalauréat. J'effectuais des recherches dans les sous-sols d'un bâtiment de l'Université d'Ottawa. J'étais profondément enfoui dans des boîtes pour essayer de déceler les détails de l'histoire du milieu universitaire en Ontario français, en train de regarder des anciens discours et tout ça. Évidemment, par balbutiement à l'époque, n'étant pas un chercheur patenté. Michel, c'est vraiment là, une encyclopédie d'histoire institutionnelle et régionale de l'Outaouais québécois et ontarien. C'est vraiment un grand ami du patrimoine franco-ontarien. Il a été un grand aide pour de nombreux chercheurs et étudiants comme moi à l'époque. On lui doit une fière chandelle pour tout ce qui a contribué et qui continue à contribuer pour le patrimoine franco-ontarien. Pour terminer, j'aimerais vraiment remercier très chaleureusement toute l'équipe du ROPFO, dont l'œuvre est d'une valeur inestimable pour la valorisation et la transmission du patrimoine franco-ontarien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Maintenant, j'invite notre agent de projet, Antoine Bonneau, à prendre la parole. Oui. Oups. Je suis à la... Un instant. Je vais commencer en disant les critères de sélection. Il est un peu plus haut. Bon. Oui, c'est ça, comme on le voit ici. L'article, pour l'article lauréat, il doit contribuer à l'avancement de l'histoire et de la généalogie ou du patrimoine franco-ontarien. L'article doit aussi établir un lien avec la mission du RPFO, qui est entre autres de favoriser la transmission de la connaissance historique et d'appuyer les efforts de mise en valeur du patrimoine francophone dans son ensemble. L'article doit être soumis en français, évidemment. L'article doit avoir une longueur minimale de 1250 mots, sans les vignettes et les encadrés. Seuls les articles inédits sont éligibles. Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts, les articles rédigés par les membres du conseil d'administration et le personnel du RPFO, ainsi que les membres du comité du prix Michel Prévost, ne sont pas admissibles. Et puis, les articles des lauréats des années précédentes ne sont pas non plus admissibles. Donc, je continue en remerciant le jury d'avoir consacré de leur temps à la recherche du meilleur article, du meilleur article du chaînon dans les chaînons des 2 dernières années. Et puis, j'ai le plaisir d'introduire Michel Prévost, qui est déjà très bien connu, mais je vais faire une brève description, une brève biographie. Michel est une riche personne pour toute personne s'intéressant à l'histoire régionale de l'Outaouais, Ottawa et de l'Est ontarien, de même qu'à l'histoire des Franco-ontariens. Il s'implique depuis plus de 40 ans à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine archivistique, historique et bâti de la région de la capitale et de l'Outaouais. Michel Prévost a été l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa de 1990 à 2017 et est le président de la Société d'histoire de l'Outaouais depuis 1997. Michel a réalisé une impressionnante liste de publications et il a aussi remporté divers prix pour souligner son grand apport au patrimoine. Par ses nombreuses chroniques dans les médias, ses publications, ses conférences et ses visites guidées, il ne cesse de sensibiliser la population à l'importance de l'histoire et du patrimoine de sa région. Donc, sur ce, je laisse la parole à Michel Prévost. Merci Antoine et bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette remise de prix. Merci à notre ambassadeur Serge pour ce bon mot et je ne pensais pas parler de ça, mais juste vous dire que j'encourage toujours les étudiants, même si je ne suis plus à l'Université d'Ottawa. Il y a une belle bourse de 10 000 pour un étudiant ou une étudiante qui s'intéresse à l'histoire de la région, l'Est ontarien, Ottawa, l'Outaouais. C'est une bourse de, comme je dis, de 10 000 et vous avez jusqu'au 1er mai pour soumettre votre candidature. Alors, si vous connaissez quelqu'un là qui s'intéresse à notre histoire, notre patrimoine, n'hésitez pas à faire la promotion de cette bourse.
Avant de présenter les finalistes, j'aimerais aussi remercier le RPFO qui organise cette soirée-là. Merci aussi d'avoir créé ce prix qui porte mon nom. C'est vraiment un grand honneur. Sans plus tarder, je vous présente les 3 finalistes, mais ça, ce n'est pas un secret puisque dans le communiqué, on a déjà donné le nom des 3 finalistes. Je vous donne les noms et leur article et ensuite, je vais les présenter un peu plus à fond. C'est par ordre alphabétique. Alors, le premier finaliste que je félicite, c'est Jean-François Borne pour l'article Ernest Côté, un personnage légendaire, publié dans le numéro de l'été 2021 du Chaînon. Je félicite également notre deuxième finaliste, Suzanne Charon, pour son article « Joe Laflamme, l'indomptable dompteur de loups », publié dans le numéro de l'été 2021. Et notre troisième finaliste, que je félicite également, M. Jean-Pierre Pichette, pour son article « Germain Lemieux sur le Bilochet », publié dans le numéro de l'été 2021. Quelques mots sur chacun de nos finalistes. Alors, M. Borne, Jean-François est passionné d'histoire canadienne et militaire. Il a obtenu sa maîtrise en histoire de l'Université d'Ottawa en 2008. Il siège au conseil d'administration du MIFO, le mouvement d'implication francophone d'Orléans, depuis 2017. Il a été fonctionnaire au ministère de la Défense et à Recherche et Développement pour la Défense Canada et travaille actuellement à Transport Canada. Suzanne Charon est diplômée de l'UQAM. Elle a œuvré dans le nord-est de l'Ontario, dans les domaines des communications, de l'enseignement, de l'administration et du journalisme. Depuis la rédaction de la biographie de Joe Laflamme, elle a développé une passion pour l'éducation en sciences du loup. Jean-Pierre Pichette, ethnologue, professeur titulaire et littérature orale à l'Université de Sudbury, puis à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Jean-Pierre Pichette a occupé la chaire de recherche COFRAM en oralité des francophonies d'Amérique. Membre fondateur de la Société Charlevoix, dont les cahiers Charlevoix sont voués à l'étude de l'Ontario français. Il dirige Rabaska, revue d'ethnologie de l'Amérique française depuis sa création. Voilà pour la présentation de nos finalistes. Je pense que chaque finaliste va dire un court petit mot là, de 2 minutes. Oui, c'est exact. Donc, on invite le premier finaliste à prendre la parole. Bonjour, donc, est-ce que c'est moi qui va commencer? Oui, par ordre alphabétique. Merci, M. Prévost. Et je voulais souligner, M. Niville, vous n'êtes pas le seul à être plus jeune que le Chaînon. Bon, bonjour à tous. Je tiens à remercier le comité du Chaînon de votre nomination pour le prix Michel Prévost. Je suis très heureux et fier d'être nominé avec Jean-Pierre Pichette et Suzanne Charon. Comme M. Prévost vient de vous le dire, j'ai toujours eu une passion pour l'histoire et c'est mes études universitaires qui m'ont amené à Ottawa où j'ai obtenu un bac et une maîtrise en histoire. J'ai découvert le Chaînon au début de la pandémie et c'est le confinement qui m'a donné envie de retrouver la recherche et l'écriture. Quand j'ai vu le thème « Contes et légendes du folklore de l'Ontario français » et j'ai su que le comité incluait aussi
les personnages légendaires, j'ai pensé à Ernest Côté, une personne unique que j'ai rencontrée en 2004 quand j'avais 20 ans. J'étais en voyage d'études au champ de bataille de Normandie avec d'autres universitaires. Je peux vous dire qu'Ernest Côté était quelqu'un qui était très modeste et qui possédait beaucoup d'humilité. Je ne savais pas qu'il avait occupé tant de postes importants dans la haute gestion de la fonction publique fédérale comme celui de sous-ministre. Je ne savais pas non plus qu'il avait été bénévole et membre du conseil d'administration pendant des décennies. Il est un modèle si on pense à la réussite ou à son engagement pour sa communauté, mais il s'en est jamais vanté. En 2004, il avait 91 ans et était toujours souriant et sympathique. Il s'intéressait aux gens, même nous, les jeunes universitaires. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il est un personnage légendaire. Pour ma recherche, je me suis fié à son mémoire, Réminiscences et souvenances. Et même à l'époque que je l'ai rencontré, il n'avait jamais mentionné qu'il avait écrit un mémoire. Je me suis aussi fié à mes souvenirs du voyage d'études. Donc, quand j'ai vu le thème proposé par le comité du Chaînon, j'ai voulu raconter son histoire dans la revue et je vais vous citer les 2 dernières phrases de mon article. Je suis chanceux de l'avoir rencontré et je crois que sa présence a été enrichissante pendant le voyage d'études, surtout pour moi, jeune universitaire de 20 ans. C'est un personnage légendaire et je ne l'oublierai jamais. Merci beaucoup. Maintenant, nous invitons Suzanne à prendre la parole. Oui, bonjour, bonsoir. Il fait presque noir. En tout cas, oui, d'abord, je voulais féliciter les 2 qui sont nominés avec moi, Jean-François et Jean-Pierre. Je suis bien entourée de gens et je suis heureuse de partager cet honneur avec eux autres, avec vous 2. Et puis, je crois que je suis en très bonne compagnie, très, très bonne. Alors, bonne chance à vous 2. Moi, j'ai commencé à écrire l'histoire de Joe Laflamme. J'ai écrit la biographie qui est sortie en 2013. Il était grand temps qu'on sorte l'histoire de ce personnage, ce dompteur de loups, qui a été célèbre partout à travers le nord-est de l'Amérique parce que les personnes qui l'avaient connu étaient en train de disparaître parce qu'il est quand même né en 1889. Puis c'est en 2007 que j'ai décidé d'écrire son histoire, après que la vie me talonnait pendant à peu près 35 ans. Puis je dis, non, j'écrirai pas ça, j'ai pas ce qu'il faut. En tout cas, j'avais juste une petite poignée d'articles, puis j'ai un livre de 350 pages à peu près. Alors, beaucoup de recherches. Je suis contente parce que même avant le lancement du livre, entre la recherche et le lancement du livre, il y a au moins 8 personnes que j'ai interviewées qui sont décédées. Alors, on est allé chercher la banque anecdotique à temps. Puis ça l'ajoute beaucoup à l'histoire, à la biographie qui est bien documentée. Donc, je suis contente que j'ai eu la chance d'écrire un article dans le Chaînon parce que je pense que Joe Laflamme a sa place dans l'histoire franco-ontarienne. C'est pas un érudit, c'est pas un politicien, toutes sortes d'affaires, c'est un gars de bois, mais il a quand même fait des choses pas mal extraordinaires. Donc, en ayant étudié le loup aussi, j'ai pu voir jusqu'à quel point que c'était pas facile ce qu'il a fait. Pas facile. Alors, c'est ça, l'aventure de Joe Laflamme continue et puis, encore une fois, bonne chance aux 2 autres finalistes. Merci, Suzanne. Maintenant, c'est Jean-Pierre qui prendra la parole. Je viens d'échapper mon verre d'eau, là, alors ça fait une belle flaque sur mon... Alors, bonsoir à tout le monde. Bonne chance aussi aux 2 autres finalistes. Madame qui s'appelait dans une vie antérieure, Violette, je pense, et Monsieur Borne. Alors, mon article porte sur le Père Lemieux. Le Père Lemieux sur le Biochet, Germain Lemieux sur le Biochet. Le Biochet, c'était le siège du compteur. Alors, dans une entrevue qu'on a réalisée pour la Société Radio-Canada en 1995, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant une douzaine d'heures
ça a été diffusé. Et puis, à un moment donné, ben, il fallait remettre un peu d'ordre dans ça. Il y avait des répétitions, il fallu faire beaucoup d'éditions. Le Père Lemieux, moi, je l'ai connu en 69. J'étais étudiant à l'Université Laval. À ce moment-là, on allait à la licence. On arrivait à l'université avec un bac. On n'allait pas chercher ça à l'université. On l'avait dans notre cours classique. Alors, le Père Lemieux était venu en 69 faire une sorte de promotion un peu de ces types d'enquêtes qu'il faisait avec son magnétoscope. Alors, c'était une innovation à l'époque. Il a été le premier au monde. D'ailleurs, j'ai appris ça en 89. Je lui ai rapporté la nouvelle, puis il était heureux de le dire. Mais un des premiers à s'intéresser à utiliser le magnétoscope pour faire de l'enquête folklorique. Alors, le Père Lemieux, je l'ai connu ensuite en 81, dans des circonstances où je suis arrivé à l'Université de Sudbury, mais lui, il quittait l'Université de Sudbury avec son centre de folklore à la suite d'une petite, je pense, querelle interne entre jésuites. Donc, je l'ai rencontré, je l'ai côtoyé pendant, je ne sais pas, près d'une trentaine d'années, là. Alors, le bon père, dans l'article que j'ai présenté, j'ai voulu simplement mettre en rapport deux événements récents pour le présenter. D'abord, l'avènement d'une université française, d'une réinvention de la première université de 57, là, avec la charte qu'on avait déjà dans les années 40. On a découvert que même la charte de 1913 donnait droit à créer des universités, des garderies, toutes sortes de choses qu'on aurait pu créer un peu partout en Ontario et même ailleurs. Je pense jusqu'au Manitoba, si mon souvenir est bon. Alors, donc, le Père Lemieux a été un promoteur de l'université française. Il s'en est jamais caché. Et ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était le film dont vous avez peut-être entendu parler, le film Vinland, où il est question d'un frère, le frère Jean, qui initie ses étudiants, ses élèves d'un cours classique. On cite ça dans Charlevoix, c'est fictif, mais ça correspond pas mal à l'image du Père Lemieux, qui a initié ses élèves du Collège Sacré-Cœur à l'enquête folklorique. Il y en a eu plusieurs dizaines qui ont travaillé avec lui. Alors, c'était un peu la perspective à partir des recherches que j'avais faites sur le Père Lemieux, que je connaissais, et un colloque aussi qu'on a fait. On a fait un colloque à Sudbury sur le Père Lemieux en 91, le bilan de l'ethnologie en Ontario français, mais on en a fait un autre international à l'Université Sainte-Anne, qui a été transporté aussi à Brest, en Bretagne, où on mettait en perspective le travail des religieux qui ont fait de l'enquête, qui ont fait du terrain, leur contribution dans le domaine de la recherche. Alors voilà, c'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je redonne la parole à Michel Prévost. Michel, t'es en sourdine. Tombé en sourdine. On m'a mis en sourdine. Alors, je recommence, excusez-moi. Alors, je félicite à nouveau les trois finalistes. Et avant de vous donner le nom de la personne qui va recevoir le Grand Prix ce soir, permettez-moi de vous donner mon coup de cœur pour l'article des 2 dernières années. On demandait tantôt, mais c'est quoi le coup de cœur? C'est un article publié dans Le Chaînon au cours des 2 dernières années qui n'est pas finaliste, mais un article qui m'a touché personnellement. Et vous allez voir que quand je vais vous parler de cet article-là, que c'est un texte qui est profondément émouvant. Alors, j'ai choisi l'article de Christine Landry-Matamoros, qui est généalogiste de filiation agréée, pour l'article « En Belgique, tu reposes en paix ». Edmond Bourbonnais, 1884-1916, paru dans Le Chaînon de l'hiver 2021 comme coup de cœur pour les 2 dernières années. Ce récit fascinant
qui trace le parcours d'un soldat d'Embrun pendant la Première Guerre mondiale m'a profondément touché. Parti comme volontaire au début de la guerre, Edmond Bourbonnais combat en France et en Belgique, où il trouve la mort à la bataille du Mont Sorel en juin 1916. Quel drame pour ses parents et ses familles et sa famille d'Embrun dans l'Est ontarien, et évidemment pour sa jeune femme de 21 ans, Frances Rastin, qu'Edmond avait épousée à Londres l'année précédente. Cette dernière, qui a toujours gardé le nom de son mari, je ne sais pas comment on prononçait Bourbonnais à Londres, est restée veuve jusqu'à son décès en 1961. Cet article, très bien documenté, rappelle le sacrifice d'un sergent franco-ontarien tombé au front à des milliers de kilomètres de chez lui. Merci, Christine, d'avoir fait revivre le parcours de ce soldat dont le corps n'a jamais été identifié, mais dont le nom figure sur un mémorial à Ypres. Alors, merci, Christine, d'avoir fait revivre Edmond Bourbonnais. À toi la parole. C'est touchant, merci beaucoup. J'adore connaître l'histoire des gens, puis juste avoir un nom, je trouvais ça très peu pour le peu qu'on savait sur lui. Donc, en fouillant de son parcours, puis ce que je veux dire, suite à l'article qui a été publié grâce à Dominique, l'article a été partagé au musée aussi en Belgique. Donc, les gens là-bas sont contents de pouvoir connaître l'histoire du soldat. Et puis, dans la famille, en recommençant à parler de ce personnage-là, les médailles ont refait surface. Alors, c'est pour dire que quand on pense qu'on écrit une histoire puis c'est oublié, ça brasse les choses. Puis, justement, toute la famille était comme « Oh, wow, j'ai reçu des médailles de mon arrière-grand-mère, mais je ne savais pas c'était quoi. » Fait que là, ben, c'est tout plein de petits morceaux qui continuent à tomber en place. Alors, merci. Puis, oui, je continue à fouiller, puis à écrire, puis vous partager mes histoires. Merci, Michel. C'est un beau témoignage. Merci beaucoup. Tu pourras annoncer en Belgique aussi là, que tu as eu le coup de cœur. Ils vont être contents. Alors, est-ce que, Daniel, je peux annoncer le nom de la personne Oui, j'attends gagnante? simplement pour ne pas le projeter à l'écran avant que tu l'annonces. D'accord. Mais en attendant que tu le fasses, j'aimerais quand même remercier les membres du jury. Vous dire que c'est beaucoup de travail. Là. Les gens doivent relire tous les articles, les analyser, donner des points, se rencontrer pour discuter. Et je peux vous dire que cette année, ça a été vraiment une cuvée exceptionnelle. On avait 3 bons articles et ça n'a vraiment pas été facile de trouver le grand gagnant, mais il faut bien choisir. Alors, mais les 3 finalistes, là, vous avez vraiment écrit un bel article et le chaînon là, peut être très fier de la qualité des textes qui ont été soumis. Alors, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de vous dire que c'est l'article de Jean-François Borne sur Ernest Côté, qui est le grand gagnant. Et il y a un membre du jury là, qui a préparé un petit texte là, très, très court pour vous dire
pourquoi le jury a choisi cet article. Alors, le texte de M. Borne, un jeune historien, il nous l'a rappelé tantôt, nous fait découvrir Ernest Côté, ce grand défenseur de la francophonie ontarienne encore méconnue. En nous présentant les contributions importantes et les moments marquants de la vie de M. Côté, M. Borne fait enfin connaître ce grand homme qui, comme fonctionnaire, militaire et bénévole, a énormément donné à sa communauté. À la lumière de ce texte, il ne fait aucun doute, M. Côté semble vraiment être un personnage légendaire. Alors, bravo, toutes mes félicitations, Jean-François, et je te laisse la parole. Puis je pense que oui, on peut applaudir très fort. Bon, ben, je suis très, très heureux, très fier de recevoir ce prix. Et premièrement, je voulais souligner les articles de Jean-Pierre Pichette et Suzanne Charon. Vos articles étaient excellents. J'ai vraiment aimé les lire. Et c'est des personnages que moi, je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que je veux aussi souligner l'importance du chaînon, parce que moi, je vous ai dit, je l'ai découvert au début de la pandémie et j'aurais aimé ça le découvrir plus tôt. J'aurais aimé ça voir le chaînon quand j'étais à l'Université d'Ottawa. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vu cette revue-là. J'ai pris des cours de Michel Bock, puis c'est des cours d'histoire franco-ontarienne, puis malheureusement, on n'a jamais parlé du chaînon. Mais je trouve que c'est une revue qui est très, très spéciale. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vois qu'on a 50 personnes qui participent à la session aujourd'hui. Si vous avez une passion pour le patrimoine, pour l'histoire, pour raconter des histoires, écrivez des articles. Moi, je trouve que c'est dommage que quand j'ai fini ma maîtrise, pendant plusieurs années, je travaillais, j'ai comme oublié la recherche, l'écriture. Je ne voulais pas me mettre dans un travail, disons, académique, un travail de 20 pages, de 30 pages. Mais une fois que j'ai découvert le chaînon, je me suis dit, ben, c'est quelque chose que moi, avec mon travail, avec mes jeunes enfants, je peux quand même choisir un thème qui me passionne et écrire un article. Alors, si vous n'avez jamais envoyé un article au chaînon, je vous encourage de le faire. C'est une excellente revue et je suis heureux qu'elle va avoir 40 ans et je vais continuer de soumettre des articles. J'aime beaucoup les thèmes qui sont proposés par le comité. Donc, comme un dernier mot, merci à M. Prévost, merci au jury. Et j'ai hâte de vous revoir en personne dans un prochain lancement de la revue. Merci beaucoup. Donc, félicitations encore à notre coup de cœur et à notre lauréat du prix Michel Prévost. Moi, j'ai l'honneur de faire les remerciements à la fin. Je devais prendre une photo, donc s'il vous plaît, ne quittez pas. Je vais faire rapidement les remerciements. Ensuite, on va prendre une photo de groupe. Ensuite, vous pourriez jaser. Donc, comme d'habitude, j'ai l'honneur de remercier nos bailleurs de fonds. Donc Patrimoine Canada et le ministère des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, mais aussi notre partenaire principal pour le prix Michel Prévost, qui est l'Université Saint-Paul, qui nous soutient depuis maintenant une décennie et qui s'engage aussi à continuer leur soutien. Donc, nous apprécions énormément ce partenariat-là avec l'Université Saint-Paul, malgré qu'il n'y a personne ce soir qui a pu se joindre à nous pour prendre la parole. Nous allons quand même les remercier de vive voix. Et Jean-François, vous allez recevoir bientôt une demande d'information afin que nous puissions vous envoyer par la poste le chèque qui accompagne le prix Michel Prévost. Et nous voulons aussi remercier l'Université de Sudbury qui nous a emprunté leur
le recteur en tant qu'ambassadeur du mois du patrimoine et aussi Jeunesse Canada au travail, particulièrement le programme Carrière vouée au patrimoine qui nous a permis d'embaucher Antoine pour organiser les activités du mois du patrimoine. Donc, merci énormément à nos bailleurs de fonds. Nous avons aussi le soutien de plusieurs organismes communautaires de différentes façons. Voici les membres de notre comité, de notre cercle, notre cercle des bâtisseurs du patrimoine, donc l'Assemblée de la francophonie, Mercenaise, Mosaïque interculturelle et Anteca. Nous avons aussi un cercle des amis du patrimoine, donc j'aimerais aussi souligner toutes les personnes qui font partie de ce cercle-là. Votre soutien est énormément apprécié et c'est grâce à vous que nous pouvons organiser des activités pour le mois du patrimoine, entre autres. Donc maintenant, bien évidemment, je remercie l'équipe du Réseau du patrimoine franco-ontarien qui a travaillé fort tout le mois du patrimoine. On est rendu le 23, mais pour nous, c'est presque la fin du mois parce que nos grosses activités étaient hier soir et ce soir. Donc, merci énormément à Antoine, à Diego, à Marthe et à Grace, notre webmestre, qui est là quelque part. Vos efforts sont grandement appréciés et merci aussi à nos membres du conseil d'administration qui sont présents ce soir. Donc, je pense que nous avons Brigitte Murray qui a pris la parole, mais vous avez aussi Francis Thériault qui est parmi nous. Merci énormément d'être là. Maintenant, j'aimerais demander surtout aux finalistes et aux personnes qui ont pris la parole, mais également à n'importe qui d'autre qui aimerait être dans notre photo de famille, de s'il vous plaît, allumer vos caméras. Et je vais prendre quelques captures d'écran. Je vais changer la vue sur Facebook. Si vous ne voulez pas faire partie de la photo, bien évidemment, fermez votre caméra. Donc, donne-moi quelques instants. Là, je vais aller à la deuxième page de participants. De beaux sourires, s'il vous plaît. Merci. Et je vais prendre une deuxième de la première page et de la deuxième page au cas où c'est pas beau. Donc, première page de participants. Je sais que vous savez pas, vous savez pas vous êtes sur quelle page, je le sais. Souriez. Et enfin, la deuxième page. Et souriez une dernière fois, s'il vous plaît. Daniel, okay, on va rester figé. J'espère que non, mais c'est terminé la prise de photo, donc vous pouvez vous sentir bien à l'aise de jaser entre vous. S'il y a plein de gens qui veulent prendre la parole, on peut bien évidemment animer cette partie. Mais sinon, si vous avez des questions pour les finalistes, des questions pour les gens qui ont déjà écrit des articles dans le chaînon, ce serait un bon moment de les poser. Je vais juste briser la glace. Un mot pour notre ambassadeur Serge. Ben, d'abord, ça m'a beaucoup touché ton témoignage, mais moi, laisse-moi te dire que lorsque tu étais jeune étudiant aux archives, j'étais loin de me douter qu'un jour, je servais un recteur, que tu deviendrais recteur. Alors, c'est peut-être la dernière chose auquel j'ai pu imaginer, mais c'est là qu'on voit hein, l'avenir. Nos étudiants, là, c'est incroyable. Ils quittent l'université, puis ensuite, ils rayonnent partout en Ontario français, puis ils réalisent de grandes choses. Alors, tu es un très, très bel exemple du rayonnement de nos diplômés de l'Université d'Ottawa. Moi, je parle pour l'Université d'Ottawa. Toi, je sais que tu es le fier ambassadeur de l'Université de Sudbury. Mais quand même, je suis très, très fier de voir ton accomplissement.
Gentil, Michel et moi. Quand j'étais étudiant en train de fouiller les boîtes d'archives, jamais je pensais que j'allais être où je suis aujourd'hui non plus. Mais c'est un énorme privilège à la fois d'appuyer le repos dans tout ça et vraiment de contribuer à la réalisation d'un vieux rêve qu'on tient ici à Sudbury depuis plus d'un siècle. Et Jean-Pierre tantôt l'avait souligné, puis c'est un peu un détail technique, mais quand il parle de la charte de l'Université de Sudbury, elle nous parle de comme quoi on peut faire quasiment des garderies, mais c'est presque ça. C'était très drôle, Jean-Pierre, tantôt lorsque tu as souligné ça. Je l'ai mis dans le chat un peu pour voir à quel point qu'en 1914, on nous donnait le droit de pas mal tout faire là, à l'époque. Donc, et c'est ce qui nous permet de pouvoir faire une transition assez importante vers une institution par époux. Moi, j'aurais une question pour M. Borne. Ernest Côté, c'est bien le même, n'est-ce pas, il y a une bourse à Ottawa en musique, la bourse Ernest Côté. C'est bien lui, hein? C'est fort probable parce qu'il a été tellement impliqué dans différents conseils d'administration. Oui. Il se trouve à être un des descendants d'Ernest Gagnon, l'auteur du premier recueil de chansons populaires du Canada, donc du Canada français, bien sûr, en 1863-1865. Alors, c'est le bonhomme en question. Ma fille avait obtenu d'ailleurs en musique une bourse de ce monsieur Ernest Côté. Oui, et si je me souviens, quand j'ai lu son mémoire, sa famille maternelle comptait beaucoup de musiciens. Même sa mère avait une formation, je ne me souviens pas si elle était pianiste ou tout ça avant de déménager à Edmonton. Oui, oui. Et M. Prévost, vous vous souvenez sans doute d'un périple en 1983 dans les États-Unis. Oui, avec Sylvie. Avec votre digne compagne que j'ai vu sur sa chaise tantôt, je n'osais pas dire son nom, mais j'ai dit, des fois, les gens changent de compagne en cours de route. Non, c'est la même, je peux, c'est la même Sylvie compagne. Oui, je me souviens très bien d'elle. Oui, alors, on a fait une belle tournée chez les Franco-Américains. Et moi aussi, voilà. vous salue. Bonjour, salut. On avait été pour le contexte, on avait fait une grande tournée chez les Franco-Américains. Oui. En plein hiver, et à Boston, il y avait eu une immense tempête de neige et on avait fait beaucoup d'autobus, mais toutes les personnes qui ont fait ce voyage-là, ils n'ont jamais oublié. C'était vraiment une tournée inoubliable chez les Franco-Américains. Vous rappelez-vous qu'on couchait presque par terre dans les gymnases? Ah oui, ben moi, j'avais couché chez un Franco-Américain là, qui n'était pas là d'ailleurs et qui nous avait laissé sa chambre avec un dénommé Joël Delanoux, quelque chose comme ça, qui était directeur du Petro d'Ottawa ou impliqué dans le Petro. Oui, c'était non, c'est un milieu. C'est là que j'ai vu que les Franco-Américains étaient aussi racistes parfois. On avait vu beaucoup d'anciens combattants. On avait beaucoup, en parlant de M. Bond, on avait rencontré beaucoup des gens, des anciens combattants, je ne sais pas, il y allait toujours dans des endroits, là, comment ça s'appelle, là? C'était des cercles canadiens-français, là, je ne me souviens plus comment ils appelaient ça, mais oui, où les gens prenaient un verre de bière, là. Et puis, non, c'est vrai, puis ils rappelaient beaucoup de souvenirs de leur famille, et c'était un des seuls endroits où ils pouvaient parler français. Bon. Parce qu'à l'église, il y allait encore, mais on parle pas beaucoup. C'était la Légion. La Légion, probablement la Légion, oui. Il n'est pas encore 6 ans bientôt. Je suis contente de te voir, Jean Pichette, parce que ça fait longtemps. Ça rappelle de grands souvenirs de l'Université de Sudbury puis de la Société historique et autres. Alors, il y avait une petite sœur originale là, qui prenait un petit verre de rhum, apparemment. Je n'ai jamais assisté à ça, mais elle s'appelait Huguette Parent. Oui. Ouais. Ça pouvait être du cognac aussi. Ça allait chanter des chansons. Ah, ça, je ne sais pas. C'est la tradition orale, alors je n'ai pas vérifié le contenu. C'est plus le cognac, hein, sœur Huguette? Décidément, j'aime mieux le cognac. Vous voyez que je la connais bien, sœur Huguette. Puis des petites chansons un peu osées aussi.
Des petites chansons. Ça, si vous me l'aviez dit, je vous en aurais chanté une. Ah oui, donc! Ma mère me l'aurait rigoureusement défendu ici. Ouais. Non, je ne ferai pas ça. Je ferai pas ça. J'ai déjà fait au colloque du Père Lemieux, par exemple. Jean-Pierre, tu as connu le Père Lemieux comme folkloriste, puis comme collectionneur de folklore, tout ça. Est-ce que tu l'as connu comme boulanger ou... Oui, j'ai été au Centre franco-ontarien de folklore. Je ne sais plus en quelle année. On a fait une vidéo là-dessus où il faisait son four à pain au Centre des jeunes. Ça, c'est un des premiers qu'il a fait. Puis après ça, il en avait fait un à la Villa Loyola avant. Après ça, il a fait celui-là. Puis ensuite, il a fait celui de la maison de Jouville qu'on est en train de transférer, qu'on veut démolir. De toute façon, on ne peut pas garder ça. C'est de la glaise, mais garder la porte puis l'habitacle aussi, le bâtiment. Oui, oui. Alors, le Père Lemieux, oui, il était... moi, j'ai été au conseil d'administration de 89 jusqu'à présent, j'y suis encore. Oui. C'est parce que dans les années mi-90, je faisais beaucoup de pain, je boulangeais, et puis j'ai toujours voulu cuire mon pain dans un four à pain, donc j'ai communiqué avec le Père Lemieux, puis je lui ai demandé quand il faisait chauffer son four un samedi. Il m'a dit l'heure, alors j'ai planifié ma boulange, pour que j'avais 1 heure de route à faire, là. Alors, j'ai planifié ma boulange pour que ça arrive autant que son four après. Puis j'avais apporté des fèves au lard, puis tout ça. Et puis, en arrivant là, il était après vérifier si son four marchait. Puis la façon qu'il fait ça, il n'y avait pas de thermomètre, là. Il se rentrait le bras dans le four, puis il comptait les secondes, puis ça déterminait si le four était prêt pour le pain ou non. Alors, j'ai cuit un de mes pains dans son four à pain. C'était un beau souvenir. Ah ouais. Mon rêve, c'est d'en avoir un jour, un four à pain. On a notre lauréat du prix Michel Prévost qui a la main levée pour prendre la parole. Et juste avant ça, j'aimerais souligner, en prenant la photo, j'ai vu qu'il y a un autre membre de notre CA qui est présent parmi nous. Donc, bienvenue à Dorcas Nandi qui est là ce soir. Et il y a aussi un membre de notre équipe, notre superbe comptable, Nicole Fortin, qui est là. Et je pense que vous pourriez peut-être être intéressé à savoir que Samy Khalid, notre ancien coordonnateur du chaînon, est également présent ce soir. Donc, je voulais souligner la présence de ces personnes-là. Merci évidemment à tout le monde d'être là. Et maintenant, c'est à Jean-François Borne. Oui, je voulais souligner que pour ceux qui sont intéressés à l'histoire d'Ernest Côté, j'ai reçu mon chaînon de l'hiver 2022. Et il y avait comme une réplique à mon article parce qu'il y avait un détail que j'avais laissé. Je n'ai pas voulu ouvrir la parenthèse de l'attentat contre sa vie dans son appartement. Cependant, je vois qu'il y a un monsieur Jean-Marie Leduc qui propose un article plus c'est pour la thématique en 2023. Je pense que c'est Crime et justice. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous au chaînon et vous allez voir la suite. Parfait. Et c'est une transition parfaite pour débuter le lancement du chaînon. Donc, j'invite Dominique Lajoie à prendre la parole. Dominique est bien évidemment la coordinatrice du chaînon. Oui, bonjour. Merci pour le transfert. Quel beau segue là, pour utiliser des beaux mots français, que je ne connais pas d'autres mots que ça. Alors, bonjour et re-bienvenue, re-bonsoir. Ceux qui sont allés se remplir une tasse de café, puis là, ils reviennent. C'est maintenant l'heure du lancement du chaînon hiver 2022. Je ne sais pas si vous l'avez en main. Il y en a qui l'ont reçu par la poste. Il y en a qui se l'ont fait livrer. Il y en a qui l'ont déjà tout fini de lire. Il y en a qui attendent après le lancement pour le lire. En tout cas, alors, nous voici un tout nouveau chaînon qui vient de sortir. Créer un chaînon, c'est pas un travail qu'une seule personne doit faire. C'est vraiment un travail d'équipe. Je suis seulement la cuisinière qui met tous les ingrédients ensemble pour créer une sauce à spaghetti délicieuse. Et donc, j'aimerais juste prendre quelques instants pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire cette belle sauce à spaghetti.
Donc, merci à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à l'élaboration du numéro, que ce soit au niveau de la rédaction des articles, de la révision de ces articles-là, de la recherche de photos, de la mise en page, des conseils, des suggestions. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé pour faire ce chaînon-là. Alors, un gros merci. Le numéro de l'hiver 2022 va vous présenter, qu'on vous présente ce soir, dans le fond, est rempli d'articles variés. Ce numéro-là, il n'y a pas de thème. C'était vraiment qu'est-ce que j'ai dans la banque d'articles. J'ai essayé d'aller toucher différentes régions de l'Ontario en même temps. Donc, vous allez découvrir des villes qui célèbrent leur centenaire cette année, des colonisateurs qui ont développé le nord-ouest de l'Ontario, des gens ordinaires qui ont marqué leur communauté, des organismes qui ont survécu malgré les embûches et même des suggestions de lecture. Ce soir, on va avoir 3 auteurs qui vont prendre la parole pour nous présenter leur article. Donc, ça tombe bien, on a Jean-François Borne aujourd'hui qui va nous présenter un de ses nouveaux articles qui vient d'être publié. Il va nous raconter le parcours de ses grands-parents, paternels et maternels, qui, des 2 côtés de l'Atlantique, ont réussi à faire survivre la langue française. Pierre Chartrand va nous présenter l'histoire des vitraux de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Et Paul Barre va nous expliquer son processus pour écrire sa biographie et comment il a vécu une vie ou 2. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite présenter Jean-François Borne. C'est lui le premier à prendre la parole. Je ne vais pas répéter la même biographie que Michel a très bien présentée. On le connaît maintenant, il est un passionné d'histoire canadienne et militaire et il est vraiment dynamique à écrire plein de nouveaux articles pour le chaînon. Alors, merci beaucoup d'avoir fait de la promotion pour écrire des articles. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Jean-François. Raconte-nous ton nouvel article qui paraît cet hiver. Et merci beaucoup, Dominique. Et désolé, les gens vont dire pas encore lui. Mais premièrement, je voulais vous remercier pour votre intérêt et votre participation ce soir. Je suis fier de pouvoir vous présenter l'histoire de mes grands-parents dans mon article « Tu es anglophone, origine d'un franco-ontarien de Toronto ». J'ai toujours voulu raconter l'histoire de mes grands-parents maternels et paternels. Au début de la pandémie et en confinement, j'ai décidé de préparer un document historique pour mes jeunes enfants et essayer de raconter la vie et les histoires de mes grands-parents et surtout de préserver l'histoire orale. Ce document compte actuellement 600 mots, 6000 mots et n'est pas terminé. J'ai aussi découvert le chaînon et j'ai décidé d'adapter le document pour sa publication et d'inclure un thème global ou au sens plus large. J'ai voulu encourager les lecteurs à réfléchir. Alors, vous pouvez vous demander qui peut être franco-ontarien ou c'est quoi la francophonie ontarienne? Vous pouvez imaginer ce que pensent les gens lorsqu'on leur dit qu'on est originaire de la région de Toronto avec un nom de famille comme le mien, bon. Ils disent parfois « tu es anglophone ». Alors voilà comment j'ai choisi le titre de mon article. L'article raconte le mariage improbable de mes grands-parents paternels en France. Ils ne parlaient même pas la même langue au début. C'est improbable, mais c'est vrai. Ils eurent 4 enfants et avaient l'intention de demeurer en France. Malheureusement, mon grand-père a commencé à avoir des problèmes de santé qui l'indisposaient énormément. C'est pourquoi la famille a dû déménager au Canada en 1967. Afin de toucher une pension d'anciens combattants Canada, mon grand-père devait habiter au Canada. J'ai aussi voulu raconter le déménagement de mes grands-parents du Québec à Toronto. Le frère aîné de mon grand-père a hérité la ferme familiale. Mon grand-père venait d'une famille de 9 enfants. Il croyait peut-être avoir un avantage sur le marché du travail s'il apprenait l'anglais à Toronto. Mais il n'envisageait pas d'y habiter le reste de sa vie. Et comme l'avait mentionné Dominique, les 2 familles ont gardé la langue et la culture francophone vivante, bien que mes grands-parents aient subi un changement radical de leur milieu.
J'ai dû effectuer de la recherche pour ce projet parce que je ne connaissais pas tous les détails. J'avais déjà commandé le dossier militaire de mon grand-père en 2008. Le document comprend des dizaines de pages concernant le mariage de mes grands-parents. Et pour commander les dossiers militaires, c'est compliqué. Pour les personnes décédées depuis plus de 20 ans, des renseignements personnels seront divulgués si une preuve de décès est fournie aux archives canadiennes. Par contre, si l'individu est décédé alors qu'il était en service actif, la preuve de décès n'est pas requise. Ces dossiers sont numérisés et disponibles gratuitement grâce à un partenariat avec Ancestry. Alors, ça serait le cas pour l'article de Christine Landry. Le dossier devrait être disponible gratuitement. Les dossiers militaires sont protégés par la loi sur l'accès à l'information, donc soyez patients si vous voulez l'accès. En septembre 2021, j'ai envoyé une autre demande pour avoir accès à un autre dossier militaire. Le personnel des archives m'a répondu que les demandes reçues en novembre 2018 étaient en traitement, donc la période d'attente sera longue. J'ai aussi commandé le journal de guerre de la No. 47 General Transport Company, le régiment de mon grand-père. Un journal de guerre, c'est un document qui résume les événements qui se sont déroulés durant un mois spécifique, comme les mouvements de troupes, les ordres, les noms de soldats blessés, les notes et les activités. Normalement, ce document compte de 3 à 25 pages, tout dépendamment du mois. Je trouve ça ironique que j'ai dû me fier aux archives pour raconter une histoire de famille, mais je ne me souviens pas d'avoir entendu comment mes grands-parents ont appris à se connaître. Selon le journal de guerre, le régiment de mon grand-père a été cantonné à Bullé-les-Mines, le village de ma grand-mère en France, du 25 septembre au 2 novembre 1944. Alors, une fois que j'ai vu ce détail, j'ai eu ma réponse. C'est comme ça qu'ils ont pu se connaître. Pour commander des documents comme les journaux de guerre, il faut soumettre une demande et malheureusement, quand on fait ça, les archives peuvent pas fournir un estimé. Le personnel effectue la numérisation des documents et il faut s'assurer de vouloir le matériel parce que dans mon cas, c'était 193 pages et le coût, c'était 87 $. Je me suis aussi fié à l'histoire orale. J'ai parlé à mon père, ma mère, ma tante, mes cousins qui sont plus vieux que moi. Alors donc, ils se souviennent des histoires de mes grands-parents que moi, j'avais pas entendues. Et c'est vraiment spécial l'histoire orale parce que chacun a un souvenir un peu différent et c'est amusant de demander cette sorte de résumé. Finalement, en conclusion, je suis fier d'avoir rédigé l'article et d'avoir préparé le plus long document pour mes enfants. Je suis fasciné par l'histoire de mes grands-parents. L'histoire de nos familles n'est pas banale, elle mérite d'être étudiée. Donnez-vous le défi de découvrir les histoires de vos familles. Je vous encourage d'écrire et d'enregistrer vos souvenirs de ces histoires. J'aurais vraiment aimé enregistrer la voix de mes grands-parents qui racontaient leurs histoires, mais à l'époque, je n'avais pas le moyen de le faire. Finalement, j'espère que les conclusions sur l'identité franco-ontarienne présentées dans l'article résonnent. Pour définir l'identité franco-ontarienne, pensons à la langue française et à la francophonie et non aux origines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Très bien dit. Merci pour ce bel article. Donc, à lire, ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est très, très intéressant de voir comment ils se sont rencontrés, tes grands-parents paternels. Maintenant, on a un prochain auteur qui va parler de son article, c'est Pierre Chartrand. Résident d'Orléans, Pierre est retraité de la fonction publique fédérale. Il est membre de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, président du conseil d'administration des éditions David et coordonnateur de l'animation musicale à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Et il a répondu à mon invitation d'écrire un article au sujet des vitraux de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Alors, merci beaucoup, Pierre, et je vous passe la parole. Merci. On m'entend bien? Merci. Merci, Dominique. Avant de commencer, je veux féliciter Jean-François
pour son prix, Michel Prévost. Et je veux aussi féliciter les finalistes et le remercier aussi pour son article que j'ai trouvé très intéressant sur ses grands-parents, parce que moi aussi, j'ai eu la chance de recevoir mon chaînon en fin de semaine et j'ai pu lire tous les articles, dont celui de Jean-François. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Maintenant, Dominique, tu me dis de présenter l'article sur les vitraux. Est-ce que je peux dire un mot avant ça pour faire un lien avec ce que Jean-François vient de dire? Parce que j'ai fait 2 articles. Tu es allé dans la banque on m'entend bien, hein? Alors, tu es allé dans la banque des articles et l'un de ceux-là portait sur un monument humain du village d'Orléans, de la communauté d'Orléans. Et je veux parler ici d'une dame qui s'appelait Laila Côté, née de son nom de naissance Perrault. Et je veux aussi faire le lien avec ce que Jean-François disait. Laila Perrault était de parents d'un père francophone, Louis Perrault, et d'une mère anglophone, Mary Ellen Holden. Et donc, sa langue maternelle, on peut dire, puisque la langue maternelle, c'est la langue de sa mère, c'est l'anglais, mais ils habitent comme le couple était bien uni, chacun respectait la culture et la langue de l'autre, ils habitaient à Orléans. Elle a appris l'anglais, mais le français était parlé dans la famille avec le père, Louis Perrault, et l'anglais était parlé avec la mère, Mary Ellen. Donc, Laila Côté, notre héroïne de l'article dont je parle ici, a vécu 101 ans. Elle est décédée en 2009. Elle était née en 1908. Elle a habité toute sa vie à Orléans, a été brièvement institutrice dans une école de rang, comme beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles avant la disparition des écoles de rang. Ensuite, elle s'est mariée en 1930, a eu 3 à 5 enfants, dont 2 sont décédés en bas âge, et a élevé aussi un neveu d'une de ses sœurs qui était morte de la tuberculose. Donc, Laila, une anglophone de langue maternelle, était bien francophone dans le village francophone d'Orléans, et elle a consacré toute sa vie, à sa famille, mais aussi à la communauté où elle vivait, c'est-à-dire Orléans, et à sa paroisse Saint-Joseph, où elle a été bénévole dans de multiples organismes. C'est vraiment une figure importante que les gens qui ont habité Orléans ont connu. Ma mère disait, « Oh mon Dieu, Laila est dans tout. » Moi, j'ai grandi à Orléans et ma mère disait, « Oh, Laila Côté, elle est partout. Elle était aux Dames de Sainte-Anne, elle était aux parents instituteurs de l'école. Elle a plus tard fait partie de l'équipe qui a préparé le premier album important pour souligner le 125e anniversaire de la paroisse d'Orléans en 1985. Elle a fait partie de cette équipe qui a fait la recherche, qui a fait des entrevues, qui a fait la collecte de renseignements. Alors, elle était ethnographe à sa façon. Elle a recherché les documents, les preuves authentiques pour que l'album dépeigne une communauté qui avait 125 ans pour que ce livre témoigne de la vraie histoire de la communauté d'Orléans. Alors, une grande dame, moi je l'appelle un monument humain. Et je pense qu'on a ici, parmi les participants, sa fille, Monique Montpetit, je crois avoir vu son nom. J'ai eu beaucoup d'aide de Monique Montpetit pour des renseignements sur la famille et dans les dernières années de sa vie. Alors, je la remercie ici également, ainsi que la belle-fille de Madame Côté qui a fourni des notes généalogiques en fournissant les lignées patrilinéaires de Henri Côté, le mari de Laila, et la lignée aussi de son côté à elle, la lignée Perrault. Voilà, donc je passe à l'autre monument dont je voulais parler, c'est le monument du patrimoine bâti d'Orléans, l'église Saint-Joseph d'Orléans, qui en passant fête ses 100 ans aujourd'hui. Pas la paroisse, mais l'église actuelle, Saint-Joseph d'Orléans, fête ses 100 ans cette année en 2022. Elle a commencé à servir pour le culte en 1922 à l'époque du curé Joseph Hilaire Chartrand. Et ce que je veux souligner ici, c'est la
parution en novembre ou décembre 2020 d'un livre préparé par la Société d'histoire et la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, la SFOFO, présidée par Mme Nicole Fortier, ici présente aussi, je crois. Alors, la SFOFO a fait paraître un beau livre sur les vitraux qui sont magnifiques à l'église Saint-Joseph d'Orléans. Malheureusement, bon, Le Chaînon n'est pas une revue qui fait pleine couleur à l'intérieur, mais sauf sur la page couverture. Donc, on ne peut pas apprécier pleinement les couleurs des vitraux, quelques douzaines de vitraux superbes qui ont été réalisés entre 1976 et 2012 par l'artiste maître verrier d'origine néerlandaise, Gerald Mesterom. Ce monsieur a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Et en 2020, lorsque la parution du livre a été faite, nous avions l'honneur d'avoir sa fille à l'église lorsque cette parution a eu lieu, le lancement a eu lieu. Excusez mon oreille ici, là. Bon, alors je termine en disant que je remercie, pour apprécier pleinement, il faut être là, il faut être à l'église. Alors, l'église, c'est souvent fermé. Si vous passez le soir, après, parce qu'il y a une messe tous les soirs à 7 heures, si vous passez le soir, là, vous allez pouvoir très bien les voir de l'extérieur, puisque c'est l'obscurité à ce temps-ci de l'année. Sinon, les dimanches matins, l'église est ouverte au culte, alors vous allez pouvoir les apprécier. C'est vraiment très beau à voir. Les vitraux représentent des scènes bibliques, des scènes des saints, des scènes aussi de la colonie, de la Nouvelle-France, des images de Monseigneur de Laval, de Marguerite Diouville. Il y a des vitraux dans la nef, dans les transepts, dans les entrées, derrière l'église, parce que il y en a partout. Il faut vraiment procurez-vous le livre ou allez voir à l'église des vitraux. J'ai voulu tout simplement faire part à nos lecteurs de la beauté de ces vitraux, de leur importance et de la qualité de ce livre qui a été préparé par des bénévoles de la SFOFO, des bénévoles dont l'âme était M. André Dufort, membre d'une famille pionnière d'Orléans, qui en a eu l'idée vers 2012, je crois, lors d'un sermon du curé actuel. Et puis, il a dit, il faut faire quelque chose. Et voilà, l'idée a germé dans sa tête et toute une équipe s'est attablée et ils ont fait un magnifique livre qu'on peut se procurer auprès de la SFOFO. Les coordonnées sont données dans le livre. Allez-y, achetez cela pour en savoir un peu plus ou sinon, passez à l'église, soit de l'extérieur le soir ou entrez-y quand c'est le jour, quand ce sera le jour. Alors, merci Dominique de m'avoir donné l'occasion de parler de Laila Côté et des vitraux de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Oui, merci beaucoup à toi, Pierre. Puis comme tu dis si bien, deux grands monuments. Un vivant, une personne, elle est décédée, et un bâtiment, des incontournables d'Orléans. Puis comme Jean-François Borne a écrit dans le chat, il y a une salle au MIFO qui a été nommée en l'honneur de Laila Côté. Donc, elle continue à rayonner dans la communauté. Notre troisième auteur qui va prendre la parole ce soir, c'est Paul Barre, qui est titulaire d'un baccalauréat en éducation de l'Université Queen's et d'une maîtrise en éducation, concentration psychopédagogie de l'Université d'Ottawa. Directeur d'école à la retraite, il est membre du comité de projet de l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario, aussi connu comme l'APFO, et siège au conseil d'administration de Retraite en Action. Ses passions sont la solidarité internationale et la randonnée pédestre en montagne. Alors, je vous donne la parole, Paul. Merci beaucoup.
Je veux féliciter mes confrères pour les excellentes présentations. J'ai lu vos articles avec grand intérêt. Je pensais toutefois, avec mon nom Bar, passer en premier. Parce que vous savez, quand j'étais à l'école, Bar, on était toujours les premiers à faire les présentations, sauf quand j'ai eu M. Ayotte dans ma classe. Alors, c'est vraiment un honneur de participer à ce lancement. Je remercie Dominique Lajoie pour sa collaboration. Je peux vous dire que c'est vraiment facile de collaborer avec le personnel du Chaînon. J'ai rédigé mon article « Une vie ou deux » au nom de l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario, sous le mentorat de Brigitte Murray, que je salue et que je remercie énormément. Même si mon livre a été publié il y a déjà plusieurs mois, c'est un peu pour moi le lancement de mon livre ce soir, parce que je devais avoir un lancement, puis je devais faire plusieurs présentations à différents groupes. Et avec la pandémie, toutes ces activités ont été annulées, sauf une rencontre virtuelle avec le groupe de Retraite en Action. J'ai rédigé l'ébauche de mon livre il y a quelques années, un livre de 250 pages, 12 chapitres. Je l'ai rédigé lors d'un voyage en Tunisie avec mon épouse. Je rédigeais un chapitre par jour, assis au bord de la mer Méditerranée. Alors, c'était dans un décor très relax et je dois vous dire que ma vie, là, je l'ai visionnée, puis ça coulait vraiment facilement. J'ai ensuite pris mon temps pour peaufiner le texte, ajouter, préciser. Mon éditeur Baïko à Ottawa était prêt pour l'impression au début de la pandémie, mais encore là, les imprimeries ont fermé, puis le processus a été retardé. Ça m'a permis toutefois d'ajouter quelques pages pour parler de la pandémie. Alors, c'est certain qu'au point de départ, j'ai rédigé mon livre pour mes enfants, mes petits-enfants, pour leur laisser de quoi en héritage. Mais mon éditeur m'a conseillé d'écrire pour un public plus large, plus étendu, parce que je pense que j'ai couvert plusieurs thèmes qui peuvent intéresser le public en général. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie au complet, là, ça prendrait plus que quelques minutes, mais je vais tout simplement vous souligner quelques thèmes que j'ai abordés dans mon livre. Les aînés vont se reconnaître beaucoup parce que je parle beaucoup des bouleversements et des grands changements de la société à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Et je pense que les plus jeunes, eux, pourraient apprendre beaucoup au sujet de ces changements, tout comme nous, on avait appris de nos parents au sujet de la Deuxième Guerre mondiale et de la Grande Dépression. Un des thèmes qui parcourt mes récits, bien sûr, c'est le thème des jumeaux. Je suis un jumeau identique et je ne pouvais raconter ma vie sans tracer en parallèle le trajet de mon frère jumeau Marcel. Je sais, il n'y a pas beaucoup de biographies de jumeaux. Tout le monde connaît les jumelles Dionne, bien sûr, mais je ne connais aucune autre biographie de jumeaux, de frères identiques franco-ontariens. Alors, voici quelques thèmes qui reviennent dans mon livre. D'abord, les voyages. Je parle beaucoup des voyages parce que j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai vécu avec ma famille 3 années en Allemagne. Alors, vous pourrez faire un parcours d'à peu près tous les pays d'Europe dans le chapitre de mes années en Allemagne. Ensuite, mes passions à la retraite, comme on a dit, c'est le bénévolat international et les marches de montagne. Alors, les gens qui ont fait du bénévolat international, vous savez que c'est impossible de vivre ces expériences-là sans avoir des expériences assez inoubliables. Alors, dans mon cas, quand je suis allé au Sénégal, j'ai vécu des expériences de violence physique. Quand j'ai fait du bénévolat à Haïti, j'ai souffert de la fièvre dengue. Quand j'ai fait mon bénévolat au Tibet,
j'ai fait partie, sans le vouloir, des émeutes des Tibétains contre les Chinois. Alors, c'est mon chapitre que je trouve personnellement le plus intéressant, là, le chapitre du bénévolat international. Je parle beaucoup d'éducation parce que mon jumeau et moi-même, nous avons passé plus de 50 ans dans les écoles, soit comme étudiants, enseignants, directeurs d'école, et dans le cas de mon frère aussi comme surintendant et directeur de l'éducation à Toronto. Alors, en lisant le livre, vous pourrez suivre le parcours de l'évolution des écoles françaises en Ontario à partir des années 1950 jusqu'à nos jours. D'autres thèmes, je parle du féminisme et de l'émancipation de la femme. Quand on pense à nos grands-mères, à nos mères, à nos épouses, à mes enfants puis à mes petits-enfants, on constate les grands changements dans la société qui ont bénéficié les femmes et nous en sommes très, très heureux, n'est-ce pas? Je parle de la révolution sexuelle qui s'est passée en même temps que la révolution tranquille dans les années 1970. Alors, vous savez que nous sommes rendus une société très laïque, alors que jusqu'à la révolution tranquille, notre société était dominée par l'Église, les curés. Alors, c'est toute une évolution. Je parle de la pilule contraceptive parce que ça a vraiment changé les familles. Les familles sont devenues beaucoup moins nombreuses. Moi, ma mère, elle a eu 8 enfants. Mon jumeau et moi-même, nous étions les aînés. Quand ma mère est tombée enceinte pour le 9e enfant, son médecin lui a dit qu'elle ne devrait pas l'avoir parce que c'était dangereux pour sa santé. Elle a dû aller aux États-Unis pour avoir un avortement parce que c'était illégal au Canada. Je parle aussi de l'évolution du mouvement LGBTQ parce que j'ai eu un frère homosexuel qui est décédé du sida en 1990. Et vous savez, comme c'était vraiment un tabou, il fallait cacher son homosexualité. Alors, j'ai un frère qui a beaucoup souffert de ce phénomène. Alors, on peut dire aujourd'hui qu'on a beaucoup évolué de ce côté-là. Je parle de la révolution technologique. Alors, pour nous, les aînés, ce fut toute une adaptation là, de s'adapter au courriel puis au texting, alors que nos enfants et nos petits-enfants, ils ont vécu avec la révolution technologique et puis, vous savez, ils sont toujours en train de pitonner puis ils peuvent nous en montrer beaucoup. Je parle aussi de l'évolution au point de vue de la médecine. Vous savez, les aînés d'aujourd'hui vont probablement vivre de plus en plus vieux. Ça, on est bien content de savoir ça. Alors, il s'est fait beaucoup de recherches, surtout au niveau des cancers, puis pour plusieurs maladies. Et même si on a encore beaucoup de recherches à faire, il y a quand même beaucoup de succès au niveau des cancers. Et tout récemment, bien sûr, vous avez remarqué avec quelle vitesse on a trouvé des vaccins contre la COVID. Alors, c'est absolument merveilleux, les progrès de la médecine. Alors, mon livre, ce n'est pas toujours sérieux. Il y a des bouts qui sont assez humoristiques. Moi, j'ai eu 3 fils, 3 garçons. Et quand ils sont arrivés à l'adolescence, vous savez, les parents là, qui ont eu des adolescents, ce n'est pas facile, l'adolescence, pour les parents et les enfants. On a vécu beaucoup de périodes très dramatiques avec nos adolescents, mais j'ai essayé d'en parler d'une façon humoristique, même si mes enfants, quand ils ont lu mon livre, là, ils ne riaient pas toujours. Alors, en tout cas, je vais arrêter à ce moment ici en vous remerciant. Et si vous voulez lire mon livre au complet, je vous invite à aller au site paul.bar.ca. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup, Paul. C'est très intéressant. C'est vraiment, comme vous dites, un livre qui retrace les 50 dernières années du 20e siècle et le début du 21e siècle à travers votre vie. Ça va être une lecture intéressante, ça. Merci beaucoup du partage.
Alors, maintenant, on rentre dans la période de questions-réponses. Avez-vous des questions pour nos 3 auteurs qui ont présenté ce soir? Vous pouvez soit lever la main dans l'écran, soit la lever virtuelle. En bas de l'écran, il y a des réactions possibles. Fait que vous pouvez peser ici puis lever la main. Ou vous pouvez écrire votre question dans le chat. Alors là, moi, je vais baisser ma main parce que je n'ai pas de question. Mais Jean-François, vous avez la main levée. Avez-vous une question? Non, j'ai un commentaire. Je voulais remercier Pierre là, pour le lien qu'il a fait entre mon article et Laila Côté. Puis je voulais ajouter un fait intéressant. Mon grand-père a quitté le Canada quand il avait 17 ans. Il avait, je sais pas, une 7e ou une 8e année. Alors là, il a dû apprendre le français en France pour habiter là. Mais imaginez, c'était pas exactement le français. Parce qu'au nord de la France, vous avez peut-être entendu parler du film Les Ch'tis, mais c'est une comédie, mais c'est un vrai dialecte. Mes parents, chez eux, ont un dictionnaire ch'timi français. Oh, wow. Alors, imaginez quitter l'Ontario à 17 ans. Là, vous arrivez quelques années plus tard en France. Vous apprenez une nouvelle langue, mais ce n'est même pas vraiment du français. Parce que des fois, quand on regarde le dictionnaire français ch'timi, on réalise qu'il y a des mots que ma grand-mère utilisait, que ce n'était pas du français, c'était du ch'ti. Et c'est vrai, mais c'est intéressant. Wow, très intéressant. Surtout un dictionnaire français ch'ti, c'est quelque chose, ça. Oui, Pierre, vous avez la main levée. Oui, oui, c'est ça. Le lien que j'ai fait était tout à fait spontané. Et je voudrais ajouter aussi, dans le cas de Mme Côté, que son père, Louis, j'ai trouvé ça, puis je l'ai écrit dans un autre article au cours des dernières années, sur la fondation, lors de la fondation de l'ACFEO, qui est aujourd'hui l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en 1910. J'ai trouvé dans les notes, les comptes rendus du congrès de fondation de l'ACFEO à Ottawa en 1910, que Louis Perrault, le père de Laila, était présent, faisait partie des quelques 60 personnes d'Orléans qui avaient participé au congrès de fondation de l'ACFEO à Ottawa. Et, il a appliqué son amour, sa passion pour la langue, ben, il l'a appliqué dans sa famille parce que les enfants auraient pu toutes devenir anglophones puisque la mère, sa femme, était une anglophone. Et il a parlé français à ses enfants. Et Monique me disait, et moi, je me souviens, moi, une petite anecdote personnelle, j'ai assisté au moment donné à des funérailles de une des sœurs de Mme Côté, je pense que c'est dans les années 2000, et Mme Côté y était, elle était très âgée, bon, tout ça, mais elle était très lucide, et je lui avais demandé « Bonjour, Mme Côté, comment ça va? » Puis elle m'a répondu en anglais, puis après ça, une autre phrase en français, vraiment, c'était en elle, les 2 langues, l'anglais et le français. Et comme on sait, bon, elle a vécu dans un village francophone et ça a élevé ses enfants en français. Et bon, alors les liens que j'ai faits étaient spontanés, mais je le trouvais intéressant et en même temps, ben, je voulais souligner que son père, Louis Perrault, a été un militant franco-ontarien dont il faut pas oublier. Alors, bravo Jean-François, j'ai beaucoup aimé cet article aussi que tu as fait dans la revue qu'on vient de lancer. Merci Dominique, merci Jean-François. Merci beaucoup Pierre pour cet ajout de détails. Tout est dans tout. Tout le monde se connaît, tout le monde finit par être en croisé l'un l'autre. J'adore ça, voir ces liens-là. Brigitte, vous avez la main levée. Oui, ma question s'adresse à Paul. Dans votre article, vous parlez d'une famille que vous avez aidée lors d'un de vos voyages internationaux. Et puis, vous dédiez la somme des ventes de votre livre à cette famille-là. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Comment se passe la reconstruction de leur maison, de leur auberge? Parce que je crois qu'ils ont une auberge pour les visiteurs, là, bien sûr, avec la COVID, c'est sans doute particulier, ça doit être tranquille, mais qu'est-ce qu'il y en est de cette famille-là pour
maintenant. Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, j'en parle longuement dans mon livre, là. Moi, je fais beaucoup quand je fais du bénévolat, je fais aussi de la marche de montagne. Alors, je suis allé plusieurs fois faire du bénévolat au Népal. Et puis, j'ai eu un guide à un moment donné, un père de famille qui avait 5 enfants. Il est décédé avec son épouse lors du tremblement de terre de 2015. Une de leurs petites filles aussi est décédée. Alors, je suis retourné au Népal, puis j'aide financièrement la famille à reconstruire le petit auberge qui a tout été détruit dans le tremblement de terre. Il y a présentement une douzaine de chambres. Alors, ils construisent un peu chaque année. Jusqu'à date, avec la vente de mon livre, je leur ai remis 3 000 $ pour aider à la construction. C'est beaucoup meilleur marché, disons, construire au Népal quand même qu'au Canada, là. Mais là, c'est la fin de l'hiver au Népal également. Puis, j'ai parlé justement hier au fils aîné. Et puis, ils vont retourner là, au Ladakh. Ils habitent à Katmandou où ils ont l'hiver. Et puis, pendant les périodes où il y a des gens qui font du trekking, la marche de montagne, ils vont à leur auberge pour recevoir les marcheurs. Donc, là, la période va commencer bientôt pour les marcheurs. Donc, ils vont retourner. C'est Langtang, ça s'appelle, Langtang. Ils vont retourner à Langtang pour travailler là. Donc, en tout cas, je vais retourner. Là, moi, j'attends la fin de la pandémie aussi pour retourner les visiter. Bon, parfait. Fait que si jamais on va au Népal, on vous contacte, vous nous donnez leur adresse, puis on va coucher à leur auberge, c'est ça? Absolument, on va les encourager, c'est sûr. Ils veulent que je leur donne les contacts. Ben oui, ben oui. Pierre, non, OK, vous aviez la main levée, mais là, c'est plus levé, OK. D'autres questions? D'autres commentaires? Gênez-vous pas, là, c'est le temps de prendre la parole. Ah oui, Christine, allez-y. Oui, alors ma question est concernant les vitraux. Tantôt, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il y a eu des visites. Alors, j'étais curieuse de savoir comment c'était les visites, justement. Est-ce que vous avez eu plusieurs personnes qui se sont présentées? Je sais qu'on est en ville, on n'est pas en campagne, là, parce que c'était discuté justement à la campagne si on voulait justement faire la publicité pour recevoir les gens, mais on semblait croire que peut-être que ce n'était pas l'activité la plus populaire. Donc, j'étais curieuse de savoir comment ça avait fonctionné pour les vitraux. Alors, la question, c'est sur l'événement du lancement, c'est ça? Oui, mais quand les gens ont eu la chance d'aller visiter les vitraux, est-ce que c'était spécifique à les vitraux? Oui. Oui, bien, il y a eu, moi, je pense ici au lancement du livre qui a eu lieu j'oublie la date, je ne sais pas si Nicole Fortier est toujours parmi les participants. Oui, on avait... Ah, Nicole, bon. Oui, alors, on avait en novembre ou décembre? C'était en novembre, il me semble que c'était fin novembre, c'est le dernier dimanche de novembre 2020. 21. 20. Non, 20, c'est ça. Il y a eu 2 événements. Il y a eu le lancement du livre en décembre ou à l'automne 2020 et on a eu en décembre dernier, un dimanche, juste pas longtemps avant Noël, on a eu un événement de visite des vitraux. C'est ça. C'est ça, M. Chartrand. Le mot que j'ai envoyé, là, c'est moi qui ai envoyé le mot. C'est la visite de décembre dernier. Oui, on a eu le dernier événement, Nicole. Il y avait quoi? Bon, la pandémie nous a contraints à nous a limités, là. Mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait quoi? 75 personnes dans l'église? Je n'ai pas compté, là, mais à peu près ça. Il y avait du monde. Mais c'est quand il y a des mariages ou des funérailles, c'est à ce moment-là que les gens, surtout si c'est en plein jour, puis le soleil entre par les fenêtres, c'est absolument féerique. Oui. Je voulais ajouter aussi à un moment donné que l'idée de départ pour les couleurs les couleurs avaient une symbolique. Et lorsque, en 1976, dans les années 70, on a entamé le projet, les gens ont consulté les autorités diocésaines pour
pour aller vérifier la symbolique des couleurs dans les vitraux. Et on connaît l'histoire des vitraux aussi, qu'on a visité des cathédrales en Europe. Il y a le bleu de Chartres, le rose de la cathédrale de Reims, et le vert de la cathédrale de Strasbourg. Alors, à Orléans, on a toutes ces couleurs. Vous pouvez aller quand même à Strasbourg et à Reims et à Paris, mais venez à Orléans si vous avez la chance. Et comme Nicole dit, des mariages, des funérailles et les dimanches matins, l'église est ouverte et on peut aller voir les vitraux. Et le livre explique très, très bien, le livret qu'a préparé la SFOFO explique très, très bien la symbolique des couleurs, la thématique, les références bibliques. C'est un beau décor pour ceux qui vont pratiquer le culte les dimanches ou lors des événements que sont les mariages ou les funérailles. Alors, c'est un très beau patrimoine que nous avons, que je félicite la SFOFO et sa présidente de faire en sorte que ce patrimoine soit valorisé. Merci. Oui. Oui. Puis comme vous le dites dans votre article aussi, Pierre, depuis la rénovation, maintenant qu'on peut voir les murs de pierre dans l'église, ça met vraiment en valeur les vitraux. C'est ça, la rénovation de l'église que l'église a été obligée de faire en raison d'infiltration. L'église a 100 ans. Donc, il y a eu des travaux importants et quand on a défait les murs c'était du plâtre ou du gypse qui couvrait l'intérieur, ça a révélé la beauté de la pierre d'origine qui, avec leur couleur à elles, gris bleu, mettent en valeur les couleurs des vitraux qui étaient déjà là. Donc, merci de rappeler ça, Dominique. Alors, c'est vrai que c'est très beau à voir et profitons-en, c'est pas loin de chez vous. C'est ça. C'est un mal pour un bien, dans le fond. Les problèmes d'eau ont fait découvrir un mur qu'on avait oublié, qui était magique. Oui, on découvre des trésors. C'est maintenant incroyable quand on rentre dans l'église. Ouais. Moi, j'ai grandi à Orléans, puis l'église, je m'en rappelle avec les murs. C'est ça. Elle est encore plus belle que... C'est encore plus beau. Oui, définitivement. Alors, à faire le détour, vous n'êtes pas encore allé visiter cette église. J'aimerais aussi juste ajouter avant de finir que j'ai beaucoup aimé le livre de Paul. Je l'ai lu en entier. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre de Paul Barre. Je vous le recommande. Moi aussi, Paul, j'ai jamais eu la chance de te voir, mais moi aussi, j'ai tellement aimé ton livre. On se retrouve à toutes les époques. C'était fantastique. Merci. Wow, super. Hein? On se jette des fleurs, allez-y. On se donne des compliments, on s'aime. Ah, que j'ai hâte qu'on se voit en personne. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh, je vois ici que Roger a écrit un commentaire dans le chat. La pierre à l'intérieur de l'église d'Orléans est magnifique. Alors oui, vous êtes d'accord avec ce qu'on dit? Oui, en effet. D'autres questions ou est-ce qu'on termine notre soirée ici? Pour ceux et celles qui sont peut-être parmi nous et qui ne savent pas comment avoir un chaînon, vous en entendez parler, c'est comme, moi, je ne suis pas abonnée, comment je peux faire? Vous pouvez aller sur le site web et l'acheter directement en ligne. Le site web du RPFO, mesracines.ca. Vous pouvez acheter juste un numéro, vous pouvez acheter des anciens numéros, vous pouvez vous abonner et recevoir 3 numéros par année. Vous pouvez vous abonner à la version électronique, à la version papier. Il y a toutes sortes d'options. Vous pouvez même devenir membre du RPFO puis d'avoir un rabais sur votre abonnement de chaînon et en même temps avoir accès au centre de recherche virtuel. Si vous cherchez justement des registres pour faire la recherche familiale, la recherche généalogique, le RPFO offre ce service-là quand vous êtes... Dominique, la Maison du patrimoine d'Orléans l'a en vente également sur la rue Youville. Oui, on a des chaînons en personne, vous pouvez aller là. Vous pouvez aussi acheter le livret des vitraux au bureau de la SFOFO. On vend aussi le chaînon à la librairie Le Coin du Livre, à la librairie Le Soleil, la librairie du Soleil au centre-ville, à Hawkesbury. On la vend aussi à Oakville. Il était une fois la librairie de Oakville. En tout cas, on peut se le procurer en personne ou virtuellement, le chaînon. Donc, c'est ce qui conclut notre lancement ce soir. J'aimerais remercier encore une fois, plus précisément, les membres du comité du chaînon. Merci pour votre soutien et vos conseils. Évidemment, je remercie tous les auteurs et les autrices qui contribuent leurs articles
à ce numéro-là, mais qui vont contribuer dans le futur. Je vous remercie d'avance. Merci aussi à l'équipe de révision des textes. Sans vous, on n'aurait pas la qualité de texte qu'on a. Merci de trouver toutes les petites coquilles et les petites erreurs d'orthographe ici et là. Merci à Alice Kokunubova, excusez-moi. Elle n'est pas ici ce soir, mais elle travaille au Centre de recherche canadienne-française et elle m'a beaucoup aidé à trouver des photos d'archives. Je remercie aussi Laurent Vaillancourt de l'Écomusée de Hearst, qui lui aussi m'a aidé à trouver des photos. La Société historique de Nipissing West et les Éditions du patrimoine m'ont donné la permission d'utiliser des photos d'archives, alors je les remercie. Je remercie personnellement Brigitte Murray pour son aide dans la révision des ébauches et bien sûr Chantal Lalonde, notre graphiste extraordinaire, grâce à son œil d'artiste qui nous crée des beaux chaînons comme ça à chaque année. Si jamais vous voudriez vous participer comme bénévole à la production du magazine, soit en écrivant un article ou en vous joignant au comité, ou si vous avez des suggestions d'articles, même si vous n'êtes pas à l'aise, mais vous avez des idées, écrivez-nous à l'adresse lechaînon@rpfo.ca. Moi, j'adore recevoir des questions, des articles, quelqu'un qui veut participer. Et aussi, bien, pour que la revue survive, il faut en parler, il faut s'abonner, il faut la vendre, donc parlez-en aux gens autour de vous, encouragez-les, un peu comme Jean-François, à écrire des articles, à raconter votre histoire, l'histoire locale, c'est aussi l'histoire de tout l'Ontario. Et c'est ça, parlez-en, abonnez-vous, puis dites à tout le monde de s'abonner pour que notre belle revue survive. Oh, Michel Prévost, tu as levé la main, vas-y Michel. En fait, c'est seulement pour te remercier. Tu fais très bien ça, Dominique. Alors, félicitations et bonne fin du mois du patrimoine à tous. Oui, merci, quel bon mot. Je vois aussi dans le chat, merci beaucoup pour les bons mots, les remerciements que tout le monde a écrits. L'adresse courriel, elle est là, le chaînon@rpfo.ca, c'est dans le chat si vous voulez la prendre en note. Merci encore pour votre présence ce soir. Il me reste juste une dernière chose à dire. Bonne lecture. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci. Bonne soirée tout le monde. Et comme Michel l'a si bien dit, bonne fin du mois du patrimoine. Merci. À la prochaine.